Bonjour à tous, Walter Lopez, Imagrin Ingrédients. Je vous remercie d'assister à ce webinaire qui a eu un franc succès. Vous êtes plus de 100 personnes en ligne pour écouter. Nous serons deux à présenter ce webinaire. Moi, dans une première partie, pour expliquer comment nous sommes arrivés au Nutri-Score. Et dans une deuxième partie, Anne-Sophie Mailloux vous expliquera comment on calcule ce Nutri-Score ainsi que les possibilités que l'Imagrin Ingrédients offre pour améliorer ce Nutri-Score. Donc rapidement, l'Imagrin Ingrédients, nous sommes une entreprise française de 350 collaborateurs qui appartient à un groupe coopératif, le groupe Limagrin, localisé en Auvergne. Chaque année, nous transformons plus de 330 000 tonnes de céréales sur 7 sites de production. Nous nous appuyons sur des filières tracées pour créer des expériences sensorielles et saines et nutritionnelles. Nous concevons à partir des grains et des céréales des ingrédients naturels sûrs aux fonctionnalités uniques. Donc, sur le Nutri-Score, les généralités. Donc, l'objectif du Nutri-Score était de rendre plus lisible et plus compréhensible l'étiquetage nutritionnel pour avoir une information claire sur la qualité nutritionnelle des produits. Le Nutri-Score a été conçu dans le cadre du Programme national nutrition et santé et la loi santé 2016 a permis la création de ce logo. Ce logo est apposé sur les produits emballés, sur la face avant du packaging. L'idée du logo est de mieux comprendre justement le contenu nutritionnel des produits avec un système clair qui va du A pour des produits qui sont équilibrés nutritionnellement à la lettre E et rouge qui montre que le produit est plutôt déséquilibré. Ceci est important. Il est important de mentionner qu'il n'est pas obligatoire et que c'est une démarche volontaire d'apposer ce logo, contrairement par exemple au tableau nutritionnel qui lui reste totalement obligatoire sur tous les produits emballés. Sur le Nutri-Score, la localisation aujourd'hui, c'est un score qui a été créé par la France et donc est applicable en France. D'autres pays ont emboîté le pas donc à ce Nutri-Score, comme la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne ou les Pays-Bas. Certains pays, comme l'Italie, ont été défavorables et ont mis en place leur propre scoring nutritionnel. Et aussi, il est intéressant de voir que, par exemple, le Royaume-Uni a lui aussi adopté un scoring nutritionnel basé, ce qu'on appelle sur des feux tricolores sur différents nutriments et donc qui est différent du Nutri-Score. L'historique du Nutri-Score. Le Nutri-Score a une longue histoire. Comme je vous l'ai dit, la loi de janvier 2016 a voté le principe d'un étiquetage nutritionnel plus clair, plus visible et qui devait faciliter le choix du consommateur vis-à-vis des produits alimentaires. Donc, le décret d'application en juillet 2016 a instauré une évaluation de ce logo, de ce Nutri-Score, en conditions réelles d'achat en compétition avec 3 autres logos qui étaient le Nutri-Repère, qui s'exprime en pourcentage de nutriments, le Nutri-Color, qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve au niveau du Royaume-Uni, et le Nutri-Sens, qui est un rapport entre l'aliment, ses nutriments et sa fréquence de consommation. Le Nutri-Score est sorti victorieux de cette évaluation en conditions réelles auprès du consommateur et donc permet réellement d'aider le consommateur et de le guider vers des produits plus équilibrés. Côté consommateur, donc aujourd'hui, le Nutri-Score est une aide au programme national nutrition et santé qui recommande par exemple 5 fruits et légumes par jour ou qui demande la réduction de produits sucrés ou de produits salés. Le Nutri-Score permet aujourd'hui, par exemple, de choisir entre plusieurs produits d'un même rayon. À titre d'exemple, voilà, si vous êtes dans un rayon traiteur,
Lorsque vous avez face à vous un Nutri-Score qui peut être C ou B, le consommateur peut rapidement voir que nutritionnellement, voilà, les produits B sont meilleurs. Ça permet aussi de comparer la qualité nutritionnelle d'un même produit. Là, on prend l'exemple, par exemple, des jambons. Par exemple, Fleury-Michon a fait un effort sur la réduction de sel et a permis d'améliorer le Nutri-Score passant du C au B. Côté entreprise, alors le Nutri-Score, il y a quelques exceptions. Par exemple, le Nutri-Score ne s'applique pas sur les herbes aromatiques, les boissons comme le thé, le café, les levures. Mais globalement, la plupart des produits transformés sont concernés par le Nutri-Score. Je l'ai déjà dit, le Nutri-Score est facultatif. Cela repose sur le volontariat des entreprises, de l'agroalimentaire et des distributeurs. Toutefois, aujourd'hui, il est important de noter que plus de 240 industriels ainsi que 12 000 références sont concernés par le Nutri-Score. Et quelque chose de très important, la plupart des distributeurs français, Leclerc, Auchan, Intermarché, Carrefour, Casino, Système U, ont adopté le Nutri-Score sur leurs produits, sur leurs marques de distributeurs. Et enfin, des gros intervenants de l'agroalimentaire comme Danone, Bonduelle, Fleury-Michon, McCain, Findus, etc., se sont aussi engagés dans cette démarche d'étiquetage du scoring nutritionnel. Je laisse donc la parole maintenant à Anne-Sophie Mailloux qui va vous expliquer comment se calcule le Nutri-Score et aussi comment l'Imagra ingrédient peut vous aider à améliorer ce Nutri-Score grâce à des ingrédients Clean Label. Bonjour, j'espère que vous m'entendez tous. Pour classer chaque produit, des équipes de recherche internationales ont mis au point un score qui prend en compte pour 100 g de produits la teneur en nutriments et aliments à favoriser, donc que sont les fibres, les protéines, les fruits et les légumes, et en nutriments à limiter, que sont les énergies, les acides gras saturés, les sucres et les sels. Après calcul, le score obtenu par un produit permet de lui attribuer une lettre et une couleur, comme sur le graphe ci-dessous. A en vert étant le meilleur score jusqu'à E en rouge, qui est donc le moins bon. Donc pour tenir compte des spécificités de certaines familles d'aliments, telles que les matières grasses ajoutées, beurre, huile, les fromages ou encore les boissons, la méthode de calcul du score a été adaptée. Donc ces familles ont leur propre mode de calcul. En ce qui concerne les additifs et les pesticides, donc seuls les aspects nutritionnels sont pris en compte dans le calcul du Nutri-Score. Il n'inclut donc pas d'autres dimensions comme les additifs ou les pesticides. En l'état actuel des connaissances, il n'existe pas de score prenant en compte ces différentes dimensions au global. Donc, le logo AB permet d'identifier les produits issus de l'agriculture biologique. Il peut donc être utilisé en complément du Nutri-Score pour éviter les pesticides. Et les additifs figurent sur la liste des ingrédients. Par précaution, les recommandations nationales sont de privilégier les aliments sans additifs ou avec la liste la plus courte d'additifs. Quand cela est possible, il est conseillé de cuisiner soi-même et d'éviter la consommation de produits ultra transformés. Et ces recommandations ne sont pas présentes évidemment dans le Nutri-Score. Donc le Nutri-Score, il est basé sur un unique mode de calcul, commun aux pays européens engagés, qui comprend des composantes négatives N, donc c'est le tableau de gauche, et des composantes positives P, c'est le tableau de droite. Donc les composantes négatives sont le nombre de calories, la composition en acides gras saturés, le taux de sucre rapide et le taux de sodium. Ce sont les composantes incriminées dans les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Les composantes positives sont les fibres, les protéines et l'incorporation d'aliments comprenant ces deux composantes telles que fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque, qui sont des aliments dits bons pour la santé. Ils permettent un meilleur transit intestinal avec une meilleure absorption des nutriments et participent au développement osseux, musculaire et au renouvellement cellulaire. Donc ça, c'est le tableau de droite. Donc si on prend l'exemple d'un aliment, on fait bien la somme des points négatifs du tableau de gauche. Donc par exemple, si ce produit contient 4% de graisse saturée, on obtient 4 points. S'il contient 6% de sucre, on obtient 1 point. S'il contient 200 mg par 100 g de sodium, on obtient 2 points. Et si on a une valeur énergétique de 2000 kJ pour 100 g, on obtient 5 points. Donc si on fait la somme de tous ces points négatifs, on a un total de 12 points négatifs. À ces points négatifs, on va soustraire les points positifs. Donc on prend toujours ce même aliment, on regarde le tableau de droite. Et donc si cet aliment contient 10% de fruits et légumes, on aura 0 points. 3% de fibres, on aura 3 points.
et 4% de protéines, on aura 2 points. Donc, ce qui fait un total de 5 points positifs. Donc, pour calculer notre Nutri-Score, tout simplement, nous, on va faire les 12 points négatifs moins les 5 points positifs et on obtient 7 points. On regarde alors dans le tableau où il y a les classes et les bornes du score et on se rend compte que 12 moins 5 égale à 7 points. C'est donc la catégorie C en orange clair. Donc, il faut savoir que le calcul Nutri-Score, il est basé sur un tableau simple d'utilisation, hein, comme on vient de le voir, c'est pas très compliqué, mais que par contre, les calculs pour remplir ce tableau n'est pas si simple. Il faut prendre en compte plusieurs choses dont vous avez sûrement l'habitude, notamment les règles INCO pour calculer les valeurs nutritionnelles correctement, faire attention aux règles d'arrondi qui dépendent de la nature du nutriment et de sa quantité. C'est très important parce que, par exemple, pour le sodium, ça peut faire basculer le Nutri-Score d'une catégorie ou à une autre. Et prendre en compte les règles du Nutri-Score, c'est-à-dire comment calculer le pourcentage de fruits et légumes en fonction du type, si c'est du concentrat, du jus, du sec, il peut être doublé en fonction de sa forme. Comment considérer les protéines ou non dans le calcul en fonction du score négatif. Si ce score négatif est trop fort, on ne peut pas prendre en compte, par exemple, le pourcentage de fruits et légumes ou légumineuses dans le Nutri-Score. Et enfin, mettre à jour régulièrement les tables de calcul, car il faut savoir qu'en 2 ans, il y a quand même eu 19 versions de tableaux pour calculer le Nutri-Score, ce qui est très important. Donc, il faut toujours se mettre à jour. Donc, pour conclure sur le Nutri-Score, il ne faut pas oublier que le Nutri-Score est toujours en évolution. Donc, les calculs que l'on fait sont bons un temps, mais peuvent bouger. Il n'est pas obligatoire, mais il se propage dans l'Union européenne. Alors, est-ce que ce sera ce modèle qui, dans quelques années, sera choisi par l'Union européenne ou un autre système? Rien n'est certain. Le Nutri-Score est actuellement utilisé via les applications consommateurs comme Open Food Facts, Yuka, Scanit, Yaqua Dedans, ScanUp, Siga. Donc, c'est quelque chose qui est quand même important, puisque en ce qui concerne les industriels, il est important de renseigner les valeurs nutritionnelles et l'étiquetage sur l'emballage, car même s'ils n'apposent pas le logo Nutri-Score, eh bien les applications, elles utilisent les données d'emballage pour le calculer. Donc, s'il n'y a pas de bonne communication, il peut y avoir des erreurs dans ces applications qu'on a citées précédemment. Donc, le Nutri-Score, au final, c'est devenu un outil stratégique de positionnement et d'amélioration d'un produit face à la concurrence. Donc maintenant, nous allons voir ce que l'Imagrain ingrédient peut vous proposer comme solution pour évidemment améliorer le Nutri-Score. Donc 2 façons que l'on peut combiner dans une formulation. La première étant d'augmenter le score des points positifs et la deuxième de diminuer le score des points négatifs. Donc si on regarde la première, c'est-à-dire augmenter le score des points positifs, on peut ajouter des fibres grâce à notre gamme. Donc nous avons des fibres de maïs et d'avoine Sofabran, les plus élevés en taux de fibres, de 75 à 89%, mais aussi des sons de blé stabilisés, les wheat bran, qui ont 47% de fibres, des farines complètes traitées thermiquement ou natives, en fonction du besoin au niveau process, comme les whole wheat, whole maize, whole rye, whole barley, whole oat, et les graines comme le tournesol, le lin, le pavot et le sésame. Donc tous ces ingrédients peuvent augmenter votre pourcentage de fibres dans votre produit. Le deuxième point positif que l'on peut aussi améliorer, c'est ajouter des protéines grâce à notre gamme. Donc le gluten de blé, évidemment, fortement utilisé en panification, qui contient 82% de protéines, mais aussi des produits toastés comme le toasted broken chickpea ou le toasted red lentilles. Notre gamme de légumineuses, fava bean, red bean, yellow lentilles, red lentilles, chickpea, green pea. Les germes sont aussi très intéressants nutritionnellement et gustativement, comme le wheat germ ou le nutricorn, et les graines comme le tournesol, le sésame, le lin et le pavot. Si on observe les 2 tableaux, donc j'ai surligné des ingrédients en jaune dans lesquels on retrouve des ratios moins importants en fibres ou en protéines par rapport aux best-sellers qui sont entourés en rouge. Mais ces ingrédients, ils permettent d'ajouter à la fois des fibres et des protéines, donc ils peuvent être tout à fait intéressants dans votre formulation pour équilibrer une recette. Il y a donc 2 bénéfices. Donc un exemple vraiment, on va dire démonstratif, c'est le Nutricorn, donc qui contient 20% de fibres et 18% de protéines, donc presque équivalent. On a aussi le Westover Red Bean, qui contient 21,4% de fibres et 21,2% de protéines. Donc, un autre moyen d'augmenter les points positifs est aussi le remplacement, par exemple, dans des barres céréalières de Rice Krispies par notre gamme Presco dans les céréales petit déjeuner ou les bars ou les biscuits petit déjeuner. Donc, ces Presco, ils apportent plus de fibres et de protéines que le Rice Krispies, comme le Presco Quinoa,
Donc là, sur le tableau, on voit qu'il contient 6,6% de fibres, donc 6 fois plus qu'un Rice Krispies, et 2 fois plus de protéines, 13,8%. Ou encore le Presco Malt Dry, donc on a 11,6% de fibres, donc 11 fois plus de fibres que le Rice Krispies, et 7,8% de protéines. Alors, on peut aussi remplacer les flocons d'avoine, qui sont d'ailleurs très bons pour la santé, hein, mais partiellement dans une barre de céréales. Par exemple, si vous remplacez un petit peu de flocons d'avoine par du Nutricorn, eh bien, vous améliorez le taux de fibres et le taux de protéines, puisque l'on voit dans le tableau que les flocons d'avoine, c'est 9% de fibres et 12,5% de protéines, alors que le Nutricorn, c'est 20% de fibres et 18% de protéines. La deuxième façon d'améliorer le Nutri-Score est donc de réduire les points négatifs dans une formulation, c'est-à-dire les acides gras saturés, les sucres rapides et le sodium. Donc pour la première, réduire les acides gras saturés dans certaines applications. Vous pouvez remplacer les matières grasses riches en acides gras saturés comme le beurre et la crème par exemple, par des matières grasses recommandées comme les huiles végétales, colza, huile, tournesol et noix, qui ont un profil plus adapté au Nutri-Score. Une autre possibilité est de réduire la matière grasse au global dans la recette grâce à la substitution partielle par une farine fonctionnelle de variété spécifique que l'on appelle waxy et de l'eau. Donc nous avons des exemples de recettes, nous verrons plus tard, avec les Waste of Wheat Miller, le WWWI ou encore le Rice Miller en version gluten-free. En plus de réduire les acides gras saturés, on réduit aussi le nombre de calories apportées par les matières grasses. Autre point négatif donc, que l'on peut réduire, ce sont les sucres. Donc, on peut remplacer les sucres par des farines hydrolysées, ce qu'on appelle chez nous les Waste of Wheat LV et Rice LV en version gluten-free. Donc, ces farines hydrolysées ont une saveur sucrée, sans pour autant contenir autant de sucre simple que le sucre. Dans certains cas, le sucre peut être diminué dans la recette en le substituant partiellement par des farines qui ont un goût typé, mais qui se marient bien dans la matrice. Par exemple, un fourrage au chocolat dans un biscuit ou un biscuit, tout simplement. Le Wesso Wall Barley, qui est donc une farine complète d'orge, et qui est traitée thermiquement, peut très bien s'adapter. La farine toastée de maïs peut aussi apporter des notes noisettes qui peuvent modifier le goût du produit, mais un goût présent et moins sucré. On remplace la saveur sucrée alors par d'autres notes agréables et douces. C'est le cas parfois dans des chocolats ou des fourrages chocolat. Autre point négatif donc est de réduire le sodium, le sel dans les formulations. Donc, les industriels depuis plusieurs années réduisent le sel dans leurs produits. Nous avons à la gamme le Stop Salt, qui est un produit efficace pour réduire le sel d'un point de vue technologique en panification. Donc, ce n'est pas un substitut de saveur salée, mais bien un améliorant process qui compense le rôle du sel en panification. Et nous avons aussi dans notre gamme Pellets des produits semi-transformés à expanser pour obtenir des snacks, des produits avec un plus faible taux de sel ou à base de chlorure de calcium. Le dernier point négatif est donc de réduire le nombre de calories dans la matrice de l'aliment. Donc, comme on peut voir sur le tableau, le but étant de réduire la part des matières grasses qui ont une forte valeur calorique, 9 kilocalories, et surtout celles contenant les acides gras saturés, d'éviter les alcools, bien sûr, à 7 kilocalories, qui sont souvent remplacés par des arômes, de réduire les glucides, surtout le sucre simple, au profit des protéines qui ont une valeur de 4 kilocalories, comme les glucides, mais qui apportent des points positifs dans le Nutri-Score. Et enfin, d'encourager l'apport de fibres avec une faible valeur énergétique de 2 kilocalories et des points positifs dans le calcul du Nutri-Score. Donc ici, nous avons un tableau où il y a quelques exemples de fiches recettes que l'on a fait en interne sur lesquelles nous avons pu voir un impact direct des ingrédients limagrins sur le Nutri-Score. Donc il faut savoir qu'il est assez facile d'obtenir un meilleur Nutri-Score sur une recette, mais pas si facile de changer des catégories de Nutri-Score, changer la couleur en fait. Pas facile, mais possible. Cela engendrera bien souvent des nouveaux produits à votre gamme, puisque les goûts et les textures risquent dans de nombreux cas d'être légèrement différents. Donc, si on regarde ce tableau, nous avons dans un premier temps l'exemple de la pâte brisée, donc une pâte brisée témoin à base de beurre, qui à l'origine a un Nutri-Score de 13, donc en orange, classe D. Et si on ajoute des farines complètes, on ajoute donc principalement des fibres dans la pâte, on arrive à augmenter d'une classe, donc en classe jaune, C. Si on regarde les biscuits, de même, on était en classe B. Et si on ajoute du son de blé qu'on appelle wheat bran, donc on ajoute encore des fibres dans ce cas-là, on arrive à passer en classe A. Le twist snack, c'est un pellet, donc qui normalement est en classe B. Et si, on a un autre gamme, donc un twist snack qui est low salt, c'est-à-dire faible en sel, donc on réduit le pourcentage de sodium. Et dans ce cas, on arrive à passer à un Nutri-Score de A.
Pour les tuiles, les chips type Pringles par exemple, donc si on substitue une partie de la farine de pomme de terre dans ces chips par du Waste of Red Bean, donc c'est de la farine de haricots rouges, on ajoute donc des légumineuses, c'est-à-dire des protéines, des fibres, et donc le point positif légumineuse dans le Nutri-Score, on arrive à passer du Nutri-Score C au Nutri-Score A. Dans les sauces hollandaises, donc, qui contient de la crème et du beurre, on substitue partiellement ces matières grasses par du WWI, qui est donc une farine fonctionnelle waxy instant, et de l'eau. Et dans ce cas, on arrive donc à réduire le nombre de calories et le pourcentage d'acides gras saturés. On arrive donc à passer d'une classe C à une classe B. La même chose dans le pâté, où on réduit le gras de porc, donc riche en acides gras saturés. Et ce coup-ci, on utilise toujours une farine waxy, mais une farine qui s'appelle West Wheat Miller, qui n'est pas instant. Et grâce à ça, on arrive à passer d'une classe C à une classe B. Un autre exemple très différent, la polenta, donc qui est plutôt bien notée en général, puisqu'elle est en Nutri-Score B, et ben on peut l'améliorer quand même en ajoutant du Nutricorn, donc qui est le germe de maïs toasté. Et dans ce cas, on ajoute des fibres et des protéines, et on arrive à passer en classe A. Enfin, un exemple en panification, donc la brioche qui contient du beurre, qui est notée en classe D. Et ben, en substituant une partie de ce beurre par du West Wheat Miller et de l'eau, on arrive à sauter une classe, donc en classe C, puisqu'on réduit le nombre de calories et les acides gras saturés. Donc voici quelques exemples. Évidemment, nous en avons d'autres. C'est pour couvrir un petit peu toutes les applications. Et vous pourrez nous demander évidemment des fiches recettes si vous le souhaitez. Donc je relaisse la parole à Walter pour les questions. Oui, merci Sophie. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur la partie droite de l'écran. Nous en avons quelques-unes. On a une question par exemple sur la forme que prennent les Presco. Alors, je te laisse peut-être répondre, Anne-Sophie. Les Presco, ce sont des céréales soufflées, donc qui ressemblent un petit peu au Rice Krispies que vous trouvez dans les barres de céréales. Sauf qu'on fabrique ça à partir d'autres céréales telles que le seigle, le blé maltais, le quinoa, le millet. Donc on a toute une gamme et ça fait comme des petites billettes soufflées en fait, tout simplement. Merci Anne-Sophie. Une deuxième question aussi, on a parlé beaucoup de nutrition et en fait il y a une question sachant voilà on change de catégorie, on passe voilà du D au C, du B au A, mais quid sur la texture, le goût, est-ce que le produit est toujours bon? Évidemment que ça va dépendre des transformations que vous allez apporter à votre produit. Si vous ajoutez des fibres à un taux assez important, donc par exemple du son ou des fibres de maïs, forcément ça va changer légèrement votre texture et le goût, et même peut-être le visuel. Maintenant, si vous avez besoin que de 3-4% de fibres pour changer votre Nutri-Score, il sera pour un consommateur presque le même produit qu'à l'origine. Donc tout va dépendre de l'importance de la transformation du produit. Effectivement, si vous rajoutez des légumineuses, là clairement vous n'avez plus le même produit. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne sera pas bon. Merci. Encore une question pour toi. Avez-vous des exemples d'applications en pâtisserie? Il y avait les biscuits, mais effectivement, on a aussi des exemples sur un brownie. Donc là, je n'ai pas le Nutri-Score en tête, mais où on remplace une partie du beurre, pareil comme pour la sauce hollandaise, par une farine waxy et de l'eau. Donc là, effectivement, on va réduire le taux de matière grasse et le taux de matière grasse d'acide gras saturé. Donc ça, c'est un exemple. On peut faire la même chose aussi sur les cakes, ou si vous utilisez du beurre, parce qu'effectivement, si vous utilisez de l'huile, il y aura juste l'impact calories en fait qui va diminuer et pas les acides gras saturés. Donc tout va dépendre aussi de votre formulation de base. Il y a une question aussi sur, on améliore le Nutri-Score, mais quid sur le clean label des solutions? Oui, donc nous, tout ce qu'on vous propose ici là, sur les ingrédients Limagrain, ce sont évidemment des solutions clean label. Après, effectivement, on a des solutions sur le marché qui ne sont pas clean label, ne serait-ce que pour les sucres, tout simple, par exemple des édulcorants, donc c'est pas clean label, mais néanmoins, ça fait très bien l'affaire aussi. Donc après, c'est à vous de juger au niveau Nutri-Score
comme on disait au début, les additifs ne sont pas interdits. Voilà. Donc, nous, c'est un petit plus qu'on vous propose. C'est le Clean Label. Une autre question sur est-ce qu'on peut, on peut remplacer de l'huile par des farines fonctionnelles? Donc, ça va dépendre de la matrice, mais effectivement, on peut le faire. Après, je ne vous dis pas qu'on peut remplacer à 100%, mais en tout cas, partiellement, on l'a déjà fait, effectivement. Et bon, il y a beaucoup de questions. On va en prendre une dernière parce qu'on est déjà sur leur limite. On a parlé de fibres et il y a une question, savoir si on a des solutions pour substituer les fibres de psyllium en panification. J'étais pas experte en panification, donc c'est vrai qu'on pourra répondre à cette question plus amplement avec notre experte. Mais effectivement, on a un produit qui s'appelle Stop Gum qui, je pense, pourrait faire l'affaire. Donc, faudra voir ça peut-être avec le commercial avec qui vous êtes en contact qui joindra l'experte panification. On est obligé de conclure ce webinaire. Je vous remercie de votre attention. Dans les jours qui viennent, on vous enverra la version enregistrée ainsi que la présentation. Je vous remercie encore de votre attention et à très bientôt. Au revoir.